ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Voir c'est croire, l'émission consacrée aux jeunes Africains qui innovent et qui réussissent dans l'entrepreneuriat agricole. 3 destinations sont prévues dans ce voyage entrepreneurial. Tout d'abord, nous irons au Bénin, à la rencontre de Grace Marlène, une jeune diplomate aujourd'hui reconvertie à l'agriculture bio. Ensuite, nous vous conduirons en Côte d'Ivoire pour découvrir Roméo, qui utilise des vers de terre pour produire de l'engrais 100% naturel. Nous terminerons au Burkina Faso avec Claude Arsène, qui suit les traces de son père dans la promotion de l'agriculture biologique. En fin d'émission, nous recevrons pour vous Madame Blandine Sankara, coordonnatrice de l'association Yelmani, qui œuvre dans la promotion de la souveraineté alimentaire. Aglo Djikpe, une localité située à 30 km de Cotonou, la capitale béninoise. Grace Marlène tient le pari de faire de l'agriculture biologique son métier après des études en diplomatie. Et cela malgré la réticence de ses proches. Je suis très sensible à tout ce qui concerne l'environnement, la protection de la nature en elle-même. Donc, c'est ça qui explique le fait que je me suis réorientée après mes études en diplomatie pour commencer à valoriser la terre. Et de toute façon, je trouve qu'il y a toujours une imbrication. Tout s'imbrique de nos jours, tous les domaines sont imbriqués, diplomatie, environnement, agriculture, etc. Je dois avouer que ma migration de la diplomatie à l'agriculture n'a pas été facile. Il a fallu faire face à beaucoup d'obstacles, relever beaucoup de défis. Et le premier d'entre eux a été, disons, le défi de l'entourage familial et social. C'était pas évident. Genre, personne ne comprenait pourquoi ce choix, pourquoi cette décision, alors qu'il y a plein d'opportunités qui auraient pu se présenter à moyen ou long terme. Il a fallu convaincre par des mots aussi, mais surtout par de la détermination, y aller, agir, ne pas seulement être en train de parler, parce que je me suis rendu compte que à force d'être en train de parler, d'attendre l'approbation, je n'y serais jamais allée. Elle est partie de l'innovation pour augmenter son chiffre d'affaires. Mieux faire que les autres. L'autre défi a été de recevoir une formation en bonne et due forme. Et moi, il me fallait quelque chose de pratique. C'est vrai que je m'étais essayé un peu à la permaculture, mais sous d'autres cieux. Mais c'était pas du tout adapté au contexte béninois. Donc, il a fallu que je suive une autre formation pratique. Oui, voilà. Par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile, puisque nous-mêmes, on n'avait pas prédit un tel sort à notre fille, hein, parce que elle a été brillante pendant les études, elle a eu ses diplômes, et la situation a fait que, bon, elle a choisi d'être entrepreneur agricole. On a essayé de l'en dissuader, mais pour cette détermination, on a été obligé de nous résigner. Je dis bien nous résigner parce que on attend de voir la suite. L'essentiel, en fait, c'est pas forcément l'argent qu'on pourrait gagner. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime et d'être bien dans ce qu'on fait. Et que ce qu'on fait ait un impact positif sur sa vie et sur la vie d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est ce qui importe. Et en parlant de diplomatie, c'est vrai qu'on aurait pu me dire, mais si tu étais diplomate, tu aurais pu, parce que c'est un titre assez prestigieux, tu aurais pu avoir des honneurs, bénéficier de privilèges et d'immunité diplomatique et tout, passeport diplomatique, etc. Mais bon, pour moi, je me dis, ce que je fais aujourd'hui peut m'amener à
dans des contrées incroyables ou bien à des endroits que je n'aurais pas pu m'imaginer aller en tant qu'agricultrice, parce que on est dans un monde de possibilités, on est dans un monde d'opportunités aujourd'hui où tout est imbriqué. Donc, il y a plus de barrières de carrière et autres. J'ai beaucoup de raisons d'être fière aujourd'hui et je vais commencer d'abord par le fait que aujourd'hui je travaille dans un cadre où je peux exprimer mes idées librement, faire travailler mon imagination. J'ai des collaborateurs autour de moi que j'embarque dans l'aventure et tout ça. Et je suis assez fière d'avoir pu créer du travail pour moi-même et aussi pour les jeunes avec lesquels je travaille. Et l'autre raison d'être fière, c'est tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. On a grandi progressivement. Il y a des personnalités quand même qui sont venues visiter la ferme parce qu'ils ont entendu parler d'une initiative de jeunes pareil et tout. Système d'irrigation, hein, autre que les... Comme conseil aux jeunes, j'aimerais juste les exhorter de manière générale à prendre conscience que en fait, il y a qu'eux-mêmes qui puissent construire véritablement leur avenir en tenant compte de ce qu'ils veulent, de leurs aspirations, de leurs passions et de leurs convictions. Avez-vous déjà entendu parler du lombricompostage? Sinon, vous avez l'occasion de le découvrir en images avec Roméo de la Côte d'Ivoire. Il utilise des vers de terre pour produire de l'engrais 100% biologique à base de résidus de cacao très appréciés par les producteurs ivoiriens. Oh ya ya, super vert. Ah ouais. J'aime le ver de terre, donc j'aime travailler avec le ver de terre et j'ai appris beaucoup de vers de terre, voilà. En l'occurrence, la patience, comment est-ce qu'un être aussi fragile arrive à produire quelque chose d'aussi sain et avec un impact aussi grand. Pour moi, c'est beaucoup de sens. Là, celui-là, c'est une variété de vers qu'on trouve ici sur le plan local. Hein. Voilà. Donc, c'est une variété de vers local. Quand il est tout petit, il est bien rouge. Après, quand il commence à être adulte, il a une couleur un peu violacée. Voilà. Le lombricompost, c'est un peu pas loin de ma formation. Donc, c'est un peu un travail que j'ai appris. Et c'est une solution aujourd'hui en Europe qui est de plus en plus promue pour la fertilisation des plants. Voilà. Et donc, une fois en Côte d'Ivoire, je me dis, pourquoi est-ce que cette solution qui commence à être prônée en France même, en Europe, pour fertiliser les plants, on ne pourrait pas l'utiliser ici dans la mesure où nous avons un environnement beaucoup plus propice à la production de ces produits-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé donc à lancer mes travaux. Donc comme je l'ai dit, les travaux ont commencé avec une entreprise de palmiers à huile. Il a été question de revaloriser tous leurs résidus. On a réussi à sortir un engrais biologique, mais 100% biologique, avec un taux de potasse qui permettait vraiment d'apporter de bons résultats aux palmiers à huile. Après, l'entreprise n'a pas voulu me verser ce qu'il fallait me verser pour faire la promotion de l'engrais. Bon, on s'est séparés. Et donc, je me suis mis dans mes travaux personnels pour pouvoir développer avec d'autres cultures telles que le cacao. Comme je disais, le ver, il est hermaphrodite. Donc, chaque ver a à la fois le sexe masculin et féminin. Donc, un peu comme les escargots, les deux s'approchent et ils s'accouplent mutuellement. Et c'est à la suite de cela maintenant qu'on va commencer à voir la ponte de Dieu. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Il faut faire des expérimentations avec des planteurs, attendre de voir les résultats qui vont intervenir souvent après 4 mois, 6 mois, voire 1 an. Hein, confirmer ces résultats et commencer maintenant à vendre les produits aux planteurs de ces régions. Donc c'est vraiment tout doucement que nous arrivons. C'est bon, là-bas. Ah, alors, mon frère,
On est arrivé? Merci bien. Comment ça va? Ça va bien. Ok, Dieu merci. Ah, il y a longtemps, hein? Oui. Un changement au niveau de ma production, hein? Ok. De 200 000 francs, je suis passé à 400 000 francs. Et je pense que cette année-là, vraiment, ça sera plus que ça, au moins 600 000 francs peut-être. D'accord. Et comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu as commencé à ressentir vraiment? Qu'est-ce que tu constates? Mais je constate que les plants qui perdaient leur feuilles avant n'étaient plus comme ça après que j'ai commencé à utiliser le produit. D'accord. Les plants ne perdaient plus leur feuilles comme avant. D'accord. Oui. C'est-à-dire les fleurs sont beaucoup plus fixées sur... Fixées, et ça transforme en cabosse. Beaucoup. Ok. Oui. Donc je compte sur vous, je veux que ce produit soit toujours à la disponibilité pour que nous puissions l'utiliser. Le produit, en fait, il a cette particularité-là de permettre une bonne fixation des fleurs. Parce que ça, c'est un des gros problèmes qu'on a avec le cacao. Le cacao fleurit beaucoup, mais au finish, on n'a pas beaucoup de fleurs qui restent sur le pied. Du coup, lorsque toutes les fleurs tombent, on n'a pas assez de cabosse sur le tronc. Or là, on a un produit qui nous permet de fixer les fleurs jusqu'à ce qu'elles puissent se transformer en fruits. Et là, on se retrouve, comme vous le voyez, avec vraiment une bonne fructification, une abondance de cabosse. Déjà, les graines commencent à pousser, donc tellement le terrain est devenu très fertile. Notre grande satisfaction aujourd'hui, c'était de pouvoir mettre au point un engrais qui vraiment nous permet d'obtenir des résultats. Voilà, c'est-à-dire que ça donne vraiment un sens au travail que nous sommes en train de faire depuis plusieurs années. L'envie de tout laisser tomber, ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours parce que c'est tous les jours quand on regarde un peu autour de nous, les difficultés auxquelles on est confronté, les gens même pour qui on travaille qui ne comprennent pas toujours le sens de ce qu'on fait, des autorités qui nous voient comme des ennemis à abattre. C'est toujours des grandes déceptions. Mais bon, on s'accroche à un idéal, on se dit, on aura au moins réussi parce que quand on a des retours des planteurs qui vous disent votre produit il est bon, désormais, faites tout pour que nous puissions en avoir. Pour nous, c'est une grande satisfaction. C'est ce qui nous donne la force de continuer. Au moins, on sait qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, nous ne sommes pas en train de bricoler pour bricoler. On fait que des choses qui sont utiles aux populations. On ne considère pas encore qu'on a réussi, donc peut-être pas très bien placé pour donner des conseils. Mais pour notre petite expérience, nous pensons que pour vraiment aller loin, il faut d'abord créer des solutions qui vous permettent de vendre. Voilà, parce que c'est bien beau d'avoir un idéal, de changer telle ou telle chose, mais il faut pouvoir vendre. Parce que si vous ne vendez pas, vous n'êtes pas crédible. Le beau, le croustille. Il faut être réaliste. Souvent, il faut accepter de ne pas croire en ces projets. Voilà. Nous avons essayé beaucoup de choses. Mais il y a des choses auxquelles on n'a pas cru, on a arrêté de faire parce que simplement ce n'était pas viable. Voilà. Les gens peuvent apprécier, mais est-ce que ça vous fait vivre? Pour nous aujourd'hui, c'est là l'un des éléments importants. Une activité peut attirer du monde, mais si elle ne vous fait pas vivre, pour nous, ça ne vaut pas le coup. Voilà. L'un des freins à l'adoption de l'agriculture biologique au Burkina Faso, c'est la disponibilité des intrants. Une opportunité que Claude Arsène a vite fait de saisir en proposant aux producteurs des produits de traitement et de fertilisation entièrement naturels. Bioprotect, c'est un groupement d'intérêt économique qui a été créé en 2011. Dont l'objet, c'est de favoriser l'adoption de pratiques agroécologiques, donc permettre aux producteurs d'aller vers des modes de production qui sont beaucoup plus respectueux d'abord de leur santé, de l'environnement et de la santé des consommateurs. Nous avons un volet de recherche et développement qui se fait de concert avec les institutions de recherche, que ce soit local ou international. Donc au niveau local, nous travaillons surtout avec l'INERA. Au niveau international, nous travaillons avec l'IRD
le LSTM, et une société de recherche française privée qui s'appelle Biofitech. Nous ne restons pas uniquement au labo pour des manipulations, mais c'est des actions de recherche-action au niveau des producteurs pour qu'ils constatent d'eux-mêmes les changements des nouvelles technologies qu'ils vont mettre en place. Longtemps, l'agriculture biologique a été délaissée, on voyait un frein à son adoption parce qu'il n'y avait pas d'intrants. Donc c'est pour ça que nous proposons des intrants, des produits de traitement et des produits de fertilisation pour permettre à la fois d'amender le sol, de fertiliser le sol et de protéger les cultures. Donc permettre des rendements croissants. Wala yenda po pata fani mo na bilga la kilam pompane ton hamati min kan ni ka pe so man mi ni men ko so yi de kilo ta ça va bien. Ouais, ça va. Quand on met un enfant au monde et se met au sérieux dans les études, on aimerait bon naturellement qu'il fasse comme vous. Donc ça c'est du côté attente. Voilà. Mais surprise, parce qu'avec ce qu'il a fait comme étude, ils étaient vraiment surpris qu'il se lance dans cette aventure d'initiative personnelle, alors peut-être qu'il avait les facilités donc, de se faire embaucher quelque part, suivant la voie de la facilité, et comme bien d'autres jeunes aiment le faire actuellement. Une des questions clés de cette agriculture biologique-là, c'est la question des intrants écologiques, donc les pesticides comme les fertilisants. Voilà. Et voir que lui, il a choisi de s'investir justement dans ce domaine-là, c'est comme s'il apportait quelque chose qui manquait, moi, à ma façon de faire. C'est peut-être depuis l'ADN que cette influence existe déjà. Et en grandissant, en le voyant travailler, j'ai vu que tous les travaux qu'il menait étaient dans ce sens. Voilà, ça c'est déjà de façon indirecte. Et Dezio, lorsque j'ai voulu me lancer, il fait partie des premiers, sinon il a été le premier à me soutenir. Sans argent, dans son bureau, il m'a confié un petit coin. Voici Arsène, ici, tu peux utiliser ça comme bureau. Okay? Un petit local, voilà, on va essayer ensemble de l'aménager pour servir de point de départ du laboratoire. Donc ce sont des facteurs qui nous ont permis avec 0 franc de démarrer quand même l'activité. Au niveau de la vie familiale, il gagne bien sa vie avec le revenu qu'il gagne mensuellement. Ensuite, ce qu'il gagne encore, c'est le fait qu'il arrive à donner son savoir, il arrive à employer plusieurs personnes et beaucoup de familles gagnent leur vie à travers ses activités. Déjà, je pense que c'est quelque chose qu'il gagne aussi. Nous sommes toujours dans la quête perpétuelle d'accroissement du résultat de l'entreprise. Donc, il y a une certaine satisfaction morale. On espère que la satisfaction financière viendra plus tard. Voilà. Mais épanoui, oui. Il n'y a rien de plus beau que lorsqu'un producteur vous appelle pour vous dire merci parce qu'en utilisant votre produit, il a réussi à combattre une maladie ou un ravageur que depuis longtemps il luttait, mais en utilisant des mauvais produits, il avait des problèmes de santé. Je retrouve à présent notre invitée, Madame Blandine Sankara, coordonnatrice de l'Association pour la promotion de la souveraineté alimentaire. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Les activités? Ça va bien. Madame, merci de nous accorder cet entretien. Alors, on a suivi le parcours donc, de ces jeunes brillants, bien instruits, qui ont réussi d'une certaine manière dans l'entrepreneuriat agricole. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, c'est dire que le diplôme supérieur n'est pas forcément égal au boulot dans lequel on a suivi la formation. Quand on prend ces 3 cas, on voit bien qu'ils viennent de formations diverses, mais la plupart, voilà, tous les 3, ils se sont reconvertis dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, dire donc qu'on ne doit pas forcément s'attendre à être employé dans le domaine dans lequel on a étudié forcément. Mais la différence sur le terrain se remarque
par le fait qu'il y en a qui arrivent à utiliser les connaissances théoriques pour les traduire en pratique. C'est là que on voit la différence. Mais en tout cas, c'est des exemples, ces 3 exemples-là, qui montrent qu'on peut utiliser ces connaissances-là théoriques acquises au niveau universitaire, même moins que ça, pour les traduire et contribuer au développement d'une nation. Et en même temps, c'est une invite à la jeunesse à s'en inspirer pour contribuer au développement du pays au niveau national. Et toujours en lien avec ces 3 parcours que nous avons vus dans le cadre de cette émission, en quoi cela se rapproche de votre parcours? Ce n'est pas faute d'avoir mieux. Ce n'est pas faute forcément d'avoir mieux. Il y a un qui l'a dit dans l'élément. Ce n'est pas faute d'avoir mieux. Il aurait pu aller ailleurs, il aurait pu être autre chose. Mais c'est quand on a un engagement, quand on a un certain nombre de connaissances, des capacités d'adaptation ou de réadaptation par rapport au milieu dans lequel on vit, on se rend compte qu'on peut l'utiliser, ces capacités-là donc, pour en tout cas travailler à la contribution au développement d'une nation. Donc toutes ces capacités-là, quand vous les avez, à tout moment, n'importe quel lieu, vous pouvez en tout cas vous réadapter par rapport au contexte pour contribuer au développement. Et c'est ce qu'ils ont su faire, surtout quand on a aussi des ressentis personnels. Tout ça, c'est en lien avec le ressenti. Parce que s'ils n'avaient pas, cette envie, ils n'avaient pas, ce côté, ce flair-là pour l'entrepreneuriat agricole, ils n'allaient pas s'engager dans ça. Donc, c'est à la fois avoir des connaissances et savoir s'adapter, avoir cette capacité d'adaptation par rapport à ces ressentis. Et par rapport à ce que vous dites, vous qui êtes coordonnatrice de l'association Yelemani, on voit que vous êtes résolument engagée dans la promotion des petits agriculteurs. Pourquoi un tel engagement? Et quand on regarde un pays comme le Burkina Faso, on se rend compte que l'agriculture familiale a toujours nourri les villes comme les campagnes. Et c'est toujours d'actualité. Quand on prend cette agriculture-là, on se rend compte que c'est un maillon important dans le développement du Burkina. C'est toujours cette agriculture-là, depuis longtemps, qui a nourri et qui continue à nourrir la population burkinabé. Donc en ça, pour nous, c'est très important. Il était important de valoriser la production de cette agriculture-là, familiale. Nous avons choisi à Yelemani de faire la promotion de cette agriculture. C'est un choix délibéré à travers ce site-là et de faire de la promotion de l'agriculture familiale, mais en même temps de traduire, de montrer notre vision, la vision que nous avions donc du développement, de la souveraineté alimentaire. Donc pour nous, il est impensable de parler de développement aujourd'hui, de parler de souveraineté alimentaire si on ne se tourne pas vers l'agriculture familiale. En tout cas, pour Yelemani, c'était comment traduire ce lien-là, comment faire le lien entre la ville et la campagne, quand on sait que c'est cette campagne-là qui nourrit la ville. Donc comment créer ce lien? En même temps, ça crée des revenus. Ça crée des revenus pour ces producteurs-là. Et nous, on traduit notre vision à travers ça. Et on sait que c'est un élément important, c'est un moteur de développement, l'agriculture familiale. Et on ne peut pas, en tout cas, imaginer aujourd'hui la souveraineté alimentaire sans cette agriculture familiale-là. Et vous avez parlé également de ce lien. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des motifs de satisfaction par rapport à votre engagement de départ? Oui, le motif de satisfaction, c'est déjà le site que vous voyez. Ce site-là qui nous permet de traduire notre vision, qui n'est pas facile à exprimer, parce que quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est tellement complexe. Et quand on voit aujourd'hui ces femmes, ces productrices qui travaillent ici, qui arrivent à avoir un certain revenu par rapport à leur travail de maraîchage biologique, et oui, on a des motifs de satisfaction. Et quand on voit même les consommateurs burkinabés qui commencent à s'intéresser à cette production-là, locale et biologique, agroécologique, c'est des motifs de satisfaction. Et selon vous, comment la jeunesse africaine peut-elle contribuer à la promotion de la souveraineté alimentaire sur le continent? La souveraineté alimentaire passe forcément par la déconstruction des images de dévalorisation des produits de la production locale. Donc quand on parle de changement, c'est des changements profonds. Et quand on parle de changement, c'est la jeunesse qui est en tout cas un acteur important dans ce changement-là.
Parce que quand on remarque, on regarde, c'est cette jeunesse-là qui sera en tout cas les décideurs de demain, que ce soit les décideurs au niveau familial que national, c'est cette jeunesse-là. Donc il va falloir travailler avec cette jeunesse et compter avec cette jeunesse qui va décider demain, que ce soit au niveau politique des orientations, que ce soit au niveau des familles. C'est eux qui seront les décideurs. Donc il faut travailler sur eux parce que leur choix de consommation et de production est vraiment déterminant et pour le développement du Burkina. Et à cette jeunesse africaine, quel est le message que vous souhaitez leur adresser? C'est surtout de ne pas s'attendre à être forcément employé dans le domaine dans lequel on a étudié, dans sa filière de formation. D'aller puiser dans leurs capacités, dans leurs connaissances, pour en tout cas contribuer au développement, à l'édification de la nation burkinabé. Et chaque jeune peut le faire. Ne pas rester dans cette loisiveté parce qu'on n'a pas trouvé du travail dans son domaine de formation. C'est pas ça. On peut toujours aller chercher, faire le lien avec ce qu'on a appris pour le traduire et contribuer à ce développement-là du Burkina. Madame Sankara, merci de nous avoir accueillis sur le site expérimental de l'association Yelemani à Lumbila. C'est nous qui vous remercions. Notre voyage entrepreneurial s'achève ici. Rendez-vous au prochain numéro de votre magazine Voir, c'est croire.